Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau point lecture. Donc il s'agit de mon point lecture du mois de mars, comme vous avez pu le voir. Et disons que ce mois je suis restée sur ma lancée car j'ai lu 12 livres, alors je suis assez fière de moi. Et sur ces 12 lectures, je n'ai eu aucune déception et aucun coup de cœur, donc ça a tous été de bonnes lectures. Et du coup je vais vous en parler un peu plus en détail, donc c'est parti. Alors tout d'abord j'ai lu Les Chevaliers d'Émeraude, le tome 0, Les Premiers Chevaliers d'Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. Je vous montre la couverture. Voilà, elle est magnifique. Alors là en fait on est sur un préquel de cette saga. Alors je vous avoue que moi je n'ai jamais lu cette saga, donc c'était l'occasion de pouvoir un peu m'immerger dans l'univers sans avoir tous les détails vu qu'on est vraiment sur un préquel. Alors ici on va suivre Onyx qui vient d'être abandonné par son mentor et qui va devoir s'enrôler dans l'armée d'Émeraude pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Et très vite dans cette armée il va se faire remarquer par ses capacités magiques qui sont hors normes et qui pourraient être utiles pour lutter contre l'envahisseur qui sont les hommes insectes. Voilà, je ne vous en dis pas plus. C'est une lecture à laquelle j'ai mis... Combien j'ai mis? J'ai un doute. J'ai mis 8 sur 10. Alors déjà j'ai trouvé intéressant le fait que on est dans une fantaisie en fait vraiment pure et dure. Là une fantaisie un peu médiévale je dirais même. On sait qu'on a des créatures fantastiques, des dragons, du combat et de la magie. Donc vraiment j'ai trouvé tout ça très agréable. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est qu'on suit Onyx en fait depuis son enfance. On va découvrir son apprentissage et on va le suivre vraiment du début à la fin de son existence et voir son évolution au fil du temps. Donc c'est vraiment un personnage mystérieux et qui a beaucoup de capacités, on va dire Onyx, qui est vraiment très spécial. Donc c'est un plaisir de le suivre tout du long. Sinon, eh bien, comme je le dis, il y a tout le temps des combats, il y a des rebondissements, on ne s'ennuie pas. Donc c'est vrai que pour vraiment, on va dire, un aperçu de cet univers, je n'ai pas été déçue. Après tout ce que je peux reprocher plutôt c'est que moi j'ai peut-être eu un peu de mal à m'immiscer dans cet univers car c'est un univers assez complexe et aussi avec une plume qui est vraiment prenante, ça j'ai rien à redire, mais peut-être assez soutenue aussi et que c'est peut-être ça qui a fait aussi que j'ai plus de mal à m'immerger dedans, mais ça a été une très bonne lecture et j'ai été contente de pouvoir découvrir cet univers et de découvrir l'histoire d'Onyx. Et vu comme ça se termine, je pense que Onyx a un lien avec ce qui va se passer par la suite dans la saga principale. Ici on est sur une lecture qui fait 338 pages, c'est écrit assez grand et assez aéré si je vous montre, regardez. Voilà, c'était une lecture fantasy qui était vraiment sympathique et comme je vous dis, pour ceux qui ont envie d'avoir du dragon, et bien dans ce livre en tout cas vous en trouverez, et ainsi que des combats et toutes ces choses là, mais vraiment ça a été une bonne découverte pour ma part et je remercie encore la maison d'édition qui m'a envoyé ce livre. J'ai également lu Le Murmure du Vent Cheyenne et je vous le mets ici car c'était une lecture en numérique de Sonia Kouraklin aux éditions Plume de Mimi. Donc je remercie encore la maison d'édition et l'autrice pour l'envoi de ce service presse. Ici on suit Catriona, alias Kat. On est en Écosse en 1850 et Kat elle vit dans la pauvreté avec sa mère et son frère. En plus son frère est assez accro au jeu donc il dilapide leurs économies. Jusqu'au jour où celui-ci gagne des billets pour les États-Unis et leur apprend en plus qu'il a gagné une propriété et des terres en Oklahoma. Donc c'est parti, le périple va commencer vers les États-Unis et Kat va se retrouver devant certaines situations où c'est qu'elle va devoir faire des choix qui pourraient bien impacter tout son avenir. Voilà, donc là c'est une lecture à laquelle j'ai mis 9 sur 10. C'était une histoire que j'ai vraiment trouvée prenante et j'ai adoré le personnage de Kat qui a un tempérament vraiment fort et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et qui n'hésite pas non plus à tenir tête à son frère quand celui-ci a tort, en tout cas quand elle estime qu'il a tort ou bien qu'il ne fait pas ce qu'il devrait faire pour sa famille. Et pareil on suit Kat à travers les différents malheurs qui vont la toucher et à travers ce livre aussi on voit les conditions dans lesquelles devaient voyager les gens vers les États-Unis et les désillusions auxquelles ils pouvaient faire face quand ils arrivaient sur place et qu'ils se retrouvaient sans rien ou vraiment qu'on les dupait. Donc vraiment j'ai trouvé ça intéressant
Et vraiment on suit ce voyage avec Kat, donc que ce soit le périple en bateau et ensuite le voyage à travers les États-Unis en fait, depuis New York jusqu'à ses terres en Oklahoma. Et dès qu'elle arrive aux États-Unis, Kat va se retrouver assez attirée par les Indiens et tout ce que ces légendes indiennes, tout ce qui est lié à ce peuple, et tout cela va se renforcer durant ce périple jusqu'à ces terres. Et pour moi ça a vraiment été une belle découverte cette lecture, comme je vous dis. La plume est fluide, bien sûr il y a une romance qui va gentiment se dessiner, elle est prévisible mais elle est très bien amenée, en tout cas de mon point de vue. Et aussi Kat va se retrouver face à une menace que tout le monde pensait oublier, que vraiment je n'ai pas vu venir. Et cette histoire se clôt sur une note, on va dire, d'acceptation des autres, que j'ai trouvé vraiment positive, et vraiment ça m'a donné une impression en fait, comment dire ça, mais ça se termine sur une note positive qui m'a beaucoup plu, où vraiment l'histoire de Kat m'a vraiment plu du début à la fin, et je peux vraiment que vous la recommander si vous aimez tout ce qui est un peu romance historique. Je pense que ça vous plaira, et vraiment la plume de l'autrice elle vaut le détour. Et ce que j'aime beaucoup avec la plume de Sonia Kurakin, c'est qu'elle essaye toujours d'amener une petite note de fantastique dans ses récits, et là on la retrouve aussi. C'est vraiment une toute petite note, hein, vous attendez pas à avoir un énorme truc fantastique, que j'ai vraiment trouvé sympathique, et j'ai adoré suivre Kat à travers son périple. Donc vraiment, pour moi c'était une très bonne lecture. Je n'ai pas atteint le coup de cœur, voilà pourquoi il a eu la note de 9 sur 10, mais vraiment j'ai adoré et il n'était pas loin du coup de cœur. J'ai également lu La Légende des Quatre, le tome 3, Le Clan des Serpents de Cassandra O'Donnell. Donc là c'est aux éditions de Noailles, je vous montre la couverture. Et j'ai aussi lu du coup le tome 4 qui me permet de clôturer la saga, et il s'agit du Clan des Aigles. Donc pour en revenir plus en détail au tome 3, je vous fais un bref résumé du tome 1, bien entendu, je ne vais pas vous parler de ce tome pour ne pas vous spoiler. Ici nous sommes dans un univers où il existe des métamorphes, si on veut bien qu'on en appelle des yokai. Ils sont divisés en 4 clans qui ne s'apprécient pas vraiment. Donc vous avez le clan des loups, le clan des tigres, le clan des serpents et le clan des aigles. Mais les humains pourraient bien menacer ces clans de yokai, et ils se retrouvent donc obligés de s'unir pour pouvoir parer la menace humaine. Voilà pour ce bref résumé. Alors pour la lecture du tome 3, j'ai mis 9 sur 10. J'ai trouvé l'histoire toujours aussi prenante, et ce que j'ai apprécié là, c'est qu'on est à la découverte du clan des serpents et du personnage de Van, qui est vraiment un personnage assez mystérieux et qui se développe tout au long de l'intrigue, et là d'en apprendre plus sur lui, ça m'a beaucoup plu. Bien entendu, l'histoire est remplie de rebondissements, ça n'arrête pas. Moi, j'ai été captivée du début à la fin, et là, ce tome lance l'affrontement clairement avec la menace humaine. Et par contre, aussi, ce tome met en avant un mâle qui touche les yokai. Voilà, ce que j'ai trouvé aussi intéressant. Voilà, je vous dirai après si ça a été développé dans le tome 4. Aussi, ce que j'ai aussi relevé, c'est l'évolution de Nell. C'est la petite fille, si on veut bien, aigle. Parce qu'au départ, on la rencontre, c'est un peu une gamine. Et puis là, au fur et à mesure, en tout cas dans ce tome-là, je trouve qu'on a vraiment cette impression qu'on passe de la gamine à une ado, mais bien mûre, réfléchie et tout ça. Et j'ai beaucoup aimé son évolution. Et pareil, dans ce tome, il y a une romance qui va se développer, donc ça prend pas vraiment le dessus sur l'histoire, mais c'est sympathique. Et pareil, moi, comme je vous dis, j'ai tout apprécié dans cette lecture, vraiment. C'est toujours une plume fluide, on a une narration aussi multiple qui amène du dynamisme et qui permet de suivre nos différents personnages ainsi que d'autres protagonistes, et de les suivre à différents endroits pour vraiment savoir tout ce qui se passe sur différentes zones. Et oui, ce tome met aussi en avant les divergences qu'il peut y avoir entre les différents clans ainsi qu'avec les humains. Donc voilà, moi ça m'a beaucoup plu, je l'ai dévoré, et pareil, une fois que j'ai terminé celui-ci, je n'ai pas pu faire autrement que de me jeter sur le tome 4. Donc là on était sur une lecture qui faisait un peu plus de 420 pages, mais c'est écrit très grand et très aéré, c'est du jeunesse, et regardez les entêtes de chapitre, vous voyez, vous avez des serpents, donc vraiment j'ai apprécié. Et comme je vous disais, du coup, j'ai directement enchaîné avec le tome 4, donc c'est le clan des aigles, je vous montre la couverture.
Et là, j'ai mis la note de 7 sur 10. J'étais un peu plus mitigée sur ce tome, mais ça a quand même été une bonne lecture, je me suis régalée. J'étais contente de terminer cette saga. Ça a été une très bonne lecture, en tout cas au niveau de cette saga. Et là, dans ce tome, alors, j'ai trouvé que ce tome final, il était captivant. Qu'il y avait aussi beaucoup de rebondissements, donc on continue la guerre entre humains et yokai. Hein, et on reste toujours sur cette narration multiple pour vraiment comprendre tout ce qui se passe dans les différents combats et avec les différents personnages. Là, dans ce tome aussi, ce qui est agréable, c'est qu'on découvre une nouvelle facette de Nell que l'on n'a pas dans les autres tomes, et c'est vrai que je la voyais pas comme ça, mais c'est intéressant de voir cette évolution, comme je vous disais, à travers les différents tomes. Et aussi, on en découvre aussi plus sur ce fameux mal qui touche les yokai. Après, ce qui m'a un peu déplu dans ce tome, c'est que j'ai trouvé le récit moins centré sur nos 4 protagonistes principaux et qui va plus aller suivre des personnages secondaires, ce que j'ai trouvé un peu dommage, car on en délaisse les personnages qu'on a suivis tout du long. Et j'aurais peut-être voulu en savoir un peu plus sur eux. Et ce qui m'a aussi un peu déçu, c'est que comme je vous disais, sur chaque tome, on en apprend un peu plus sur chaque clan dans lequel on est. Et puis là, on n'a pas du tout été dans le clan des aigles, pour le coup. Et j'étais un peu déçue sur ce point, car c'est vrai que j'aurais voulu savoir comment ça se passait dans le clan des aigles, quelle différence il y a avec les autres clans, etc. Et c'est sur ça que j'ai été un peu déçue. Après le dénouement final, je n'avais pas vu des choses comme ça, mais c'est vraiment prenant. Et comme je vous dis, là pareil, ce tome je l'ai dévoré. Il y a juste sur ces points là que c'est vrai que je suis restée sur ma faille. C'est ça qui m'a un peu déçue, mais par contre j'adore cette saga. Je pense que quand j'aurai le temps, je me la relirai volontiers. Ça se dévore, c'est du jeunesse avec du fantastique, mais c'est génial, rempli d'action. Il y a des personnages que j'adore. Il y a 2 personnages, c'est 2 serpents, mais moi ils m'ont fait rire. On les découvre à partir, je crois, du tome 3 vraiment, hein. On en entend un peu plus parler, on en entend quand même parler un peu avant, mais dans le tome 3, c'est là qu'on les voit vraiment, et ces 2 personnages serpents, mais... Oh, mais je les adorais. En fait, ça m'a fait un peu penser à... Comment dire, à un Disney, avec, vous savez, ces personnages un peu... Vous avez le sbire un peu serpent qui se prend tout, par exemple, je voyais un K, je voyais le triste cire dans le Robin des Bois, je voyais des serpents comme ça un peu, mais à cause de cette facette comique qui a amené avec ces 2 frères, et ça m'a beaucoup plu. Voilà pour le petit aparté, mais c'est une saga que je vous recommande vivement. En tout cas, en 4 tomes, c'est vraiment sympa, et comme je vous dis, une fois que vous avez commencé, vous voudrez juste les enchaîner. Et pour ce tome 4, je pense qu'on est aussi sur environ 420 pages exactement. Et là pareil, vous avez les entrées de chapitres, c'est des aigles, vous voyez. Mais vraiment, c'est une saga, ça se lit tout seul, et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à la découvrir. Et là, c'était la première saga que je découvrais de Cassandra O'Donnell. Mais vu comme j'ai apprécié cette saga, je peux vous garantir que je vais bientôt m'en procurer une autre et découvrir d'autres de ses écrits. J'ai également lu Le Manoir de Castle Cats, le tome 1, L'automne des aspirants d'Alain T. Puységur aux éditions Scrinéo. Je vous mets la couverture ici car c'était une lecture en numérique. Donc j'ai lu le tome 1, mais également le tome 2, Les larmes de... Comment c'était, Kernunos, que je vois aussi ici, que là j'ai lu aussi en numérique en service presse. Donc on va commencer par le tome 1. Donc pour l'automne des aspirants, pour faire un bref résumé ici, on suit Kovan, qui est un jeune chat qui rêve depuis toujours de faire de la magie, et que ses parents ont toujours essayé un peu de dissuader parce qu'il a des particularités que je ne vous dévoilerai pas. Et il se rend donc au fameux manoir de Castle-Cat pour pouvoir étudier la magie, mais avant de pouvoir l'intégrer, il va devoir passer les épreuves qui vont ensuite définir s'il va pouvoir aller faire ces études-là et pouvoir devenir un Magocat. Donc c'est un sorcier, si on veut, entre guillemets, un chat sorcier. Et voilà pour le résumé. Donc ici, c'est à ce premier tome, j'ai mis la note de 8 sur 10. J'ai trouvé vraiment leur histoire originale. Pour moi, en fait, quand j'ai commencé à lire, je vais vous dire franchement, j'ai eu l'impression de retrouver un mélange entre un Harry Potter et la guerre des clans. C'est vraiment un peu le chat, avec le chat et la magie. J'ai vraiment eu cette impression-là, cette école de magie, ça m'a beaucoup plu. Et de découvrir toutes les spécificités de ce manoir avec Kovan, c'était vraiment agréable. Donc vraiment, on est
On retrouve l'école de magie, on retrouve l'école de magie avec des chats. C'est vraiment sympathique. Et on a des protagonistes attachants car petit à petit Kovan va se faire des amis que l'on va suivre tout au long de l'aventure. Et ces différents protagonistes ont des caractères bien variés qui sont vraiment sympathiques. Et en plus un élément qui est sympa, c'est qu'un des chats a un handicap et la manière dont c'est amené, j'ai trouvé ça vraiment sympathique et vraiment bien fait, ça vraiment agréable. Et pour moi aussi j'ai eu du plaisir à découvrir le manoir qui réserve à la fois plein de mystères et des merveilles, mais aussi des menaces. Et ça m'a un peu... Comme je dis, moi, ce manoir, je l'ai un peu vu comme Poudlard, mais vraiment, j'ai été prise dedans. Je voulais suivre les aventures de Kovan et de ses amis et voir ce qui allait leur arriver. En plus, on est là avec une plume qui est très fluide, mais aussi riche. On nous donne des détails sans peut-être trop entrer dedans. Mais on a juste ce qu'il nous faut. En tout cas, moi, j'ai été satisfaite à ce niveau-là. Et j'ai trouvé que la plume était riche aussi au niveau du détail, de la manière dont c'était écrit. J'ai trouvé vraiment ça très bien fait. Et aussi le fait qu'il y ait cette notion d'acceptation malgré les différences, parce que comme je l'ai dit, Kovan a des spécificités, ainsi que Doksha que l'on découvre par la suite. Et le dénouement final m'a juste captivée, j'avais envie de me jeter sur le tome 2, c'est ce que j'ai fait, ben voilà, vous vous en rendez compte. Le seul petit bémol que j'ai relevé avec ce tome 1, c'est que j'ai trouvé un peu des longueurs au début parce que Kovan, ben, on le suit depuis qu'il quitte sa famille jusqu'à ce qu'il arrive au manoir, et disons que ça, j'aurais peut-être pensé que on aurait pu un peu raccourcir, mais voilà, ça ne gâche rien nos récits, et une fois qu'on est dans le manoir de Castle 4, c'est très fluide, il se passe énormément de choses, et notre bande de chats va devoir se retrouver à enquêter sur des mystères liés au manoir et aux événements étranges qui vont se passer à l'intérieur. Voilà, donc si vous aimez les chats, les récits jeunesse et la magie, je ne peux que vous recommander cette lecture. Et comme je vous disais, du coup, j'ai droit à enchaîner avec le tome 2 qui se nomme Les larmes de Kernunos. Donc là, j'ai mis la note de 9 sur 10. Et puis celui-ci, comme je vous disais, c'est un service presse que j'ai reçu directement depuis la maison d'édition, donc de Scrineo, que je remercie encore pour leur confiance. Et là, bah, j'ai trouvé que c'était une suite prenante, avec aussi de nombreux rebondissements, et toujours cette notion de mystère. Et là, bien entendu, il y aura des nouvelles épreuves, et ce qui était sympathique, c'est que là aussi, on va découvrir un peu plus ce qui se passe en dehors du manoir, en découvrant une grosse cité de chats, tout simplement. Et on va aussi découvrir en fait ce qui attend nos apprentis, nos aspirants pour le prochain quart, où c'est qu'ils devront faire une espèce d'apprentissage selon la spécificité qu'ils ont choisi. Toujours aussi, il y a des menaces qui vont planer sur le manoir, et c'est vraiment agréable. Et aussi, là on découvre que les menaces ne menacent pas que le manoir, mais bien tout le continent, voire même le monde entier. Donc voilà, c'est vraiment prenant. La plume, bah, toujours aussi fluide, comme je vous ai dit, moi je me suis régalée avec cette deuxième lecture, et on apprend aussi petit à petit sur certains secrets que cachent nos protagonistes principaux, donc ils se dévoilent petit à petit et c'est vraiment agréable. Et le dénouement final est captivant, donc là je peux vous dire que si j'avais eu le tome 3, je me serais jetée dessus, mais je crois que le tome 3 est seulement prévu pour l'automne, donc là je vais devoir ronger mon frein, mais j'ai hâte qu'il sorte. Et comme je vous dis, je ne peux que vous recommander cette saga sur une jeunesse, c'est vraiment sympathique, et moi en tout cas j'ai adoré m'y plonger, et là j'attends avec impatience la suite. J'ai également lu Alyssa Garn, le tome 1, Pourquoi moi, de Manon Bro, aux éditions Lolis Bleu. Donc je vous mets la couverture ici car c'est également une lecture numérique. Je remercie encore la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. Et ici on suit Alyssa, qui suite au divorce de ses parents va se retrouver à déménager avec sa mère. Elle va arriver dans la demeure familiale, et là elle va découvrir des secrets liés à ses origines, et aussi certains secrets de famille qui lui ont été cachés. Voilà pour le bref résumé. Alors c'est une lecture à laquelle j'ai mis la note de 7 sur 10. J'ai trouvé que c'est une histoire qui est vraiment très rapide mais prenante, avec un univers fantastique et des créatures fantastiques également que l'on découvre au fur et à mesure
de l'histoire. Et pareil pour les origines d'Alyssa qui sont petit à petit dévoilées et les secrets qu'on lui a cachés depuis qu'elle est enfant. Ainsi que sa place dans ce monde en fait. Donc après j'ai trouvé aussi que la plume était simple et fluide, donc comme je vous dis ça va très vite, donc tout s'enchaîne j'ai envie de vous dire, mais c'est pas plus perturbant que ça, en tout cas moi je l'ai pas ressenti comme ça. Et on a malgré tout de bons rebondissements que je n'avais pas vu venir. Et le dénouement final est captivant et réserve bien des complots pour la suite. Donc vraiment j'ai hâte de la découvrir. Après tout ce que j'ai reproché, c'est que j'ai peut-être trouvé le personnage d'Alyssa trop mûr. C'est-à-dire que là on part quand même d'une jeune fille qui a 18 ans. Et des fois les réflexions qu'elle fait, j'avais l'impression d'avoir une adulte qui avait passé presque 30 ans, je sais pas, mais... Là, sur ce point-là, j'ai eu du mal avec ces réflexions-là. Et pareil, comme je vous dis, ça va très vite. Alors des fois, le fait que tout s'enchaîne très rapidement, j'ai eu l'impression un peu d'être perdue. Heureusement, ça n'était que quelques fois, comme je vous dis, sinon ça ne m'a pas dérangé. Mais si vous recherchez une lecture avec du fantastique et une lecture qui se lit rapidement, je ne peux que vous recommander ce tome 1. Et je pense qu'une fois que vous serez pris dedans, vous voudrez, que tout comme moi, découvrir la suite et vous jeter sur ce tome 2. J'ai également lu Twisted Tale, tout droit jusqu'au matin, de Liz Braswell aux éditions Hachette Hilo. Je vous montre la couverture. Et là, le fameux Essie, c'est « Et si Wendy s'était rendue au pays imaginaire avec le capitaine Crochet ?» Donc, comme vous en doutez, on est sur une réécriture de Peter Pan. Ici, on suit Wendy, qui, ses frères ont été envoyés en pensionnat, et ses parents pensent l'envoyer en Irlande comme gouvernante. Sauf que Wendy, elle ne voit pas du tout les choses de cet œil-là. Et quand le capitaine Crochet, le capitaine Crochet lui propose de se rendre au pays imaginaire, le pays dont elle n'arrête pas d'écrire et dont elle rêve d'y aller, elle saute sur l'occasion et elle le suit. Voilà. Donc ceci, ce n'est pas l'histoire de Peter Pan telle que vous la connaissez, comme c'est écrit derrière. C'est une histoire d'espoir, de rêve, de courage, où un seul détail peut tout changer. Donc ici j'ai mis la note aussi de 7 sur 10. Donc comme je vous disais, on est sur une réécriture de Peter Pan. Et on découvre rapidement que le pays imaginaire court une grave menace. Bien entendu, comme je le disais, on suit Wendy. Au départ elle est à Londres, dans sa maison, avec les différents personnages, ses frères, ses parents, Nana, sa chienne, et jusqu'à ce qu'elle rencontre Crochet, et là on va découvrir comment est-ce qu'elle arrive au pays imaginaire et ce qui va s'y passer. Donc comme je vous dis, elle va découvrir gentiment qu'une menace plane sur le pays imaginaire et qu'elle va devoir le sauver. Et elle va aussi faire la rencontre d'une petite fée qui au départ ne va pas particulièrement l'apprécier, mais au fur et à mesure de l'histoire, leur relation va se développer et ça j'ai trouvé très sympathique ce comment c'est amené. Après aussi l'évolution de Wendy est sympathique car au départ on suit vraiment la petite fille qui est dans ses histoires et qui va ensuite évoluer pour prendre en maturité et justement prendre en fait des expériences qu'elle a vécues pour pouvoir parvenir à sauver le pays imaginaire. Et à la fin justement on voit que toute cette histoire n'aura pas été vain pour elle suite à ce qu'elle va devenir. Mais j'ai bien aimé comment Wendy évolue dans cette histoire. Et bien sûr on a du voyage, on voyage à travers différents lieux du pays imaginaire, on va rencontrer différentes créatures fantastiques et c'est vraiment agréable. Après moi ce qui m'a un peu moins déplu c'est que j'ai trouvé que certains passages sont très longs. Les passages où Wendy va aller de tel endroit à tel endroit, j'ai trouvé que c'était très long. Et en plus que des fois certains passages m'ont semblé assez flous, j'arrivais pas à me les imaginer. Alors voilà pourquoi je lui ai retiré quelques points, mais après c'était une bonne réécriture de Peter Pan, j'ai apprécié et j'ai passé un agréable moment avec Wendy et la fée Clochette. Donc ici on est sur une lecture qui fait un peu plus de 470 pages, c'est écrit quand même. C'est une écriture standard, avec quand même un peu aéré, et voilà, si vous voulez voir. Ah, et un autre point aussi que j'ai trouvé sympathique, c'est le fait qu'on a des révélations que je n'avais pas du tout vu venir, qui se rajoutent, et
que vraiment on se retrouve sur les fesses quand on les apprend, mais ça m'a beaucoup plu. Donc la manière dont c'était intégré à l'histoire de Peter Pan, j'ai bien aimé. Donc voilà, si vous avez envie d'une écriture de Peter Pan qui reste dans l'univers Disney, je ne peux que vous recommander cette lecture. J'ai également lu À la sauce new-yorkaise de La Voix du Sabre aux éditions La Grande Vague. Donc ici on suit Morgane qui vit dans une famille qui est riche, qui a une grande société, et elle va se retrouver au milieu des coups bas de la vie new-yorkaise et des complots ou des duperies que lui réserve sa famille en gros. Donc je remercie encore l'autrice qui m'a eu la gentillesse de m'envoyer ce service presse. Ici j'ai mis la note de 7 sur 10. Alors très clairement on part sur une histoire qui est déjantée, j'ai envie de vous dire, mais ça m'a pas... j'ai beaucoup aimé. Avec de l'humour qui peut être noir parfois, mais moi comme je vous dis j'ai bien aimé. Et on a un personnage qui est très cru dans ses propos, qui ne mâche pas ses mots. Moi c'est tout ce que j'adore en fait. Elle y va pas par quatre chemins quand elle doit dire quelque chose, donc ça m'a beaucoup plu. Et on va suivre différents retournements de situations auxquelles Morgane va se retrouver confrontée, ainsi que des secrets de famille. Et là, comme elle fait partie d'une famille qui a quand même une grosse réputation, l'image qu'il faut montrer en public, mais tout ce qui se cache derrière, voilà, ça j'ai beaucoup aimé tout ce qui nous est montré là. Et comme je vous dis, la façon dont Morgane est très directe et qu'elle ne mâche pas ses mots, et voilà, et puis tous les complots auxquels elle se retrouve mêlée, ça m'a beaucoup plu. Après aussi Morgane va gentiment évoluer au fil de l'histoire, et on va dire qu'au départ elle est très centrée sur elle-même et sur ses petites préoccupations, et petit à petit elle va s'ouvrir en tout cas aux gens qui lui accordent de l'importance et qu'elle considère comme ses amis, et ça j'ai trouvé ça vraiment sympa comme c'était fait, et la manière dont elle se détourne petit à petit de son ego, on va dire en quelque sorte. Après je dois vous mettre en garde. Trigger warning concernant ce roman. Donc si vous êtes sensible à tout ce qui est la consommation de drogue, l'alcool et tout ce qui est le SM, voilà, renseignez-vous avant de commencer cette lecture, car voilà, c'est présent dans ce livre. En tout cas surtout la consommation de drogue et d'alcool. Et voilà, je préfère avertir. Mais moi ça ne m'a pas plus dérangé que ça. Et après j'ai enlevé quelques points. Disons parce que j'ai été quelquefois perdue entre les différents prénoms des personnages que je n'avais pas bien retenus. Et du coup, par la suite, comme c'est des prénoms qui revenaient au fil du temps, et bien comme je ne savais plus exactement qui était qui, et bien je me retrouvais un peu perdue dans l'histoire et je les confondais. Donc voilà pourquoi j'ai enlevé des points. Après j'ai trouvé que la plume était vraiment prenante. Même si le personnage de Morgane, il est un peu détestable au début, mais comme je vous dis, moi ça m'a pas dérangé en fait. J'ai pas eu cette impression là, j'avais envie de voir ce qui arrivait. Et ensuite quand on voit tout ce qui arrive, on se dit mais c'est normal qu'elle soit comme ça, mais j'ai beaucoup aimé. Et là pareil, si vous souhaitez un peu une histoire contemporaine mais qui est complètement déjantée, et oui, il se passe passer quand même pas mal de retournements de situation, je ne peux que vous recommander cette lecture, et je pense que vous allez passer un bon moment, tout comme moi. En tout cas moi j'ai beaucoup rigolé, j'ai beaucoup aimé les notes d'humour que l'autrice a glissées par-ci par-là, et même si c'était par moments un peu de l'humour noir, voilà, ça m'a plu. Et c'est pas... des livres comme ça j'en lis pas tous les jours, donc vraiment c'est bien passé. Et il y a juste pour moi eu le petit bémol avec les prénoms que j'ai confondus, et qu'après par ce moment je me retrouvais un peu à m'emmêler les pinceaux, mais sinon ça a été une très bonne lecture, je ne peux que vous la recommander. J'ai également lu Wajestix de Benoît Grelot aux éditions Pulp Fiction. Je vous mets la couverture ici car c'était aussi une lecture en numérique. Je remercie encore la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. Ici on suit Lilou, qui est une jeune fille qui suite à un accident va se retrouver avec des pouvoirs. Elle peut notamment se transformer en animaux et particulièrement en oiseaux. Donc elle va essayer de lutter contre une menace et essayer de découvrir des secrets qui sont liés à la mort de ses parents. Ici c'est une lecture à laquelle j'ai mis 7 sur 10. On est dans une histoire qui est vraiment pleine de rebondissements, et j'ai bien aimé le côté super-héros avec ce mélange avec les animaux. Et les animaux font vraiment partie pleinement de l'histoire, car Lilou
va avoir deux acolytes oiseaux qui sont assez rigolos, qui vont la suivre dans ses péripéties, et ça m'a beaucoup plu. Et comme je vous disais aussi, oui, dans cette histoire on retrouve de l'humour, il y a beaucoup de notes d'humour que j'ai bien appréciées, surtout avec ces fameux oiseaux, vraiment c'était sympathique. Et Lilou va surtout enquêter sur le mystère lié à la mort de ses parents. Et ça aussi, il y a vraiment cette enquête, qu'est-ce qui leur est arrivé, est-ce que quelqu'un est lié à cette mort, etc. Ça j'ai beaucoup aimé. Et là on est clairement sur une histoire jeunesse avec de belles illustrations qui viennent entrecouper le texte que j'ai... Ça aussi j'ai vraiment trouvé que c'était sympa d'avoir ces illustrations là au milieu. Et je me retrouvais à les observer pendant quelques minutes pour vraiment voir tous les détails et justement tout concordait avec le passage qu'on était en train de lire, donc c'est vraiment sympathique. Le dénouement final laisse envisager une éventuelle suite, donc ce qui pourrait être vraiment sympathique. Et c'est un récit qui est rapide et que j'ai trouvé pour moi qui pourrait parfois manquer de détails, car les choses s'enchaînent, ça va très vite. Alors oui, c'est du jeunesse, mais je pense qu'on aurait pu peut-être avoir quelques détails en plus sur peut-être des actions, quand il y a vraiment une action qu'on aurait pu un peu plus nous la décrire au lieu de vraiment tout aller rapidement et puis hop 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 on enchaîne. Donc c'est peut-être ça qui m'a un peu déçue, car c'est vrai que j'aurais peut-être été un peu plus pour qu'on me décrive un peu plus certaines scènes. Et j'ai aussi du mal avec le caractère de Lilou au début, je l'ai trouvée vraiment un peu pourrigatée et capricieuse, et heureusement ça ne dure pas très longtemps, car une fois qu'elle a ses super pouvoirs, eh bien elle s'ouvre plus et elle perd un peu ce côté-là, et heureusement, parce que je vous dis, si elle avait été comme ça tout du long, je pense que je n'aurais pas vraiment apprécié, mais là ça va, c'était jusqu'au début. Après c'est vraiment une histoire, comme je vous dis, c'est agréable pour du jeunesse. Et s'il y a un tome 2, je serais ravie de le découvrir, mais c'était une bonne lecture, et comme je vous dis, moi j'ai eu un vrai coup de cœur pour les deux acolytes oiseaux, c'était vraiment super sympa et c'était une très bonne idée. J'ai également lu une BD, il s'agit de Dark Ride, le tome 1 de Joshua Williamson, André Bressan et Adriano Luca aux éditions Delcourt BD. Donc je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique, et je remercie encore la maison d'édition pour rendre ce service presse. Alors ici on est sur un parc d'attractions qui s'appelle Devil Island. Devil Land, j'ai un doute. Devil Land, oui exactement. Et ce parc est dédié à l'horreur et à vos pires cauchemars. Et là on va suivre Owen qui est tout impatient car il va commencer sa première journée en tant que saisonnier au parc. Mais ça joue avec de courte durée car il va découvrir en fait des secrets qui sont assez horribles en lien avec ce parc d'attractions. Ici c'est une lecture à laquelle j'ai mis 7 sur 10. Alors comme je vous dis, j'ai beaucoup aimé le fait que cette BD mette en avant le parc d'attractions et le mélange à l'horreur, ce qui était vraiment sympathique. Et on a aussi tout au long du récit des mystères qui sont liés aux origines du parc, et notamment à la famille Dante qui est la propriétaire des lieux. Les illustrations sont réalistes et on a différents styles graphiques en fait, si vous voulez, qui sont assez agréables. Notamment on a un côté assez cartoonesque pour les mascottes, et on revient sur un côté plus réaliste avec des couleurs assez variées pour les autres scènes. Après c'est un récit, comme j'ai envie de vous dire, ce qui est glaçant. Moi franchement il y a des scènes je me suis dit ah ouais, je pensais quand même pas que ça irait jusque là, mais voilà, il se passe quand même des choses qui font froid dans le dos. Il y a pas mal de scènes gore aussi qui sont montrées à l'intérieur, mais on va dire c'est du gore, mais c'est pas tout bouchant, c'est vraiment regroupé pour pas qu'on ait l'impression que c'est la boucherie. Mais il se passe quand même des choses bizarres avec ce parc, et on a envie de découvrir tout ça et qu'est-ce qui en est la cause. Et pareil, au bout d'un moment, j'ai eu l'impression, en fait, je me posais la question, est-ce qu'on est vraiment dans la réalité, ou est-ce que tout cela, c'est des illusions? Donc voilà, c'est vraiment la question que je me pose, et que j'espère avoir les réponses par la suite dans les autres tomes. Après, ce que j'ai reproché à ce tome 1, c'est peut-être que oui, on nous met en avant beaucoup de choses, mais on a très peu de réponses en fait. On a ce mystère qui plane, mais j'aurais peut-être voulu juste une ou deux petites réponses, pas tout, hein, parce que si on s'arrête l'histoire, on est d'accord, mais quand même déjà des pistes, ou en tout cas quelques petites choses à nous mettre sous la dent pour
voilà, pour nous donner envie de continuer. Et là, vraiment, on reste avec toutes nos interrogations. Et des fois, c'est vrai que ce manque de réponse fait un peu aussi que je me suis un peu retrouvée perdue par moment. Voilà, du coup, pourquoi j'ai mis 7 sur 10. Mais après, c'est une lecture que j'ai vraiment... je vais pas dire que c'était sympathique parce que vu que c'est du gore, voilà, mais ça m'a plu, la manière dont c'était fait. Et puis moi, ça regroupait un peu... J'aime avoir peur, j'aime les parcs d'attractions, donc ça touchait des choses que j'aime beaucoup. Et là, comme je dis, ce mystère, j'ai envie de découvrir en fait ce qui se cache derrière et bien entendu, je lirai la suite. J'ai également lu Retour à Neverland, le tome 1, Les enfants perdus de Tom Tyler et John Somariva. C'était aux éditions Dupuis. Je vous mets la couverture ici et je remercie encore la maison d'édition pour ce service presse. Ici, on va suivre Bee, qui est une jeune adolescente qui vit avec d'autres orphelins. Et un jour, ils vont rencontrer un jeune homme qui va leur proposer de se rendre au pays imaginaire à la recherche du nouveau Pan. Et aussi pour essayer de protéger le pays imaginaire étant donné que des pirates sont en train d'essayer de l'envahir et pour essayer de voler la magie qui est détenue en ces lieux. Donc là, c'est une lecture, une bande dessinée à laquelle j'ai mis 9 sur 10. Franchement, je me suis régalée. J'ai trouvé que c'était une réécriture de Peter Pan vraiment prenante. J'ai adoré les dessins. On a avec des personnages attachants et comme je vous disais, les illustrations sont sublimes et avec des couleurs vives et qui m'ont beaucoup plu. On a aussi de l'action, la magie, des créatures fantastiques, en fait tout ce que j'aime j'ai retrouvé là-dedans. Et à travers les illustrations, en fait, je me suis retrouvée un peu à rêver, je me suis retrouvée, c'était comme si je rêvais. J'ai envie de vous dire, tellement c'était bien fait, tellement c'était beau, j'ai l'impression d'être vraiment dans un rêve et de suivre nos personnages là-dedans. Et pareil, j'ai trouvé nos différents protagonistes attachants et après de voir aussi les différents pouvoirs qu'ils vont développer et les costumes qu'ils vont avoir. J'ai vraiment adoré ça, ça m'a beaucoup plu. Et je me suis retrouvée sur les fesses plusieurs fois suite à des révélations inattendues, mais je n'avais pas vu venir les choses. Et puis une fois que je me suis retrouvée devant le fait accompli, je me suis dit oh purée, ah ouais, je l'avais pas vu venir, mais vraiment ça a été les grosses révélations et que j'étais sur les fesses là. Et pareil, on va suivre cette bande de jeunes enfants qui va devoir lutter contre les menaces qui planent sur le pays imaginaire pour le protéger. Et moi, comme je vous dis, j'ai vraiment adhéré à cette histoire, ça a été fantastique, les dessins, tout ça, tout m'a plu. Et j'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite et pareil, d'en apprendre plus sur le pays imaginaire, là, tel qu'il a été réinventé. Voilà, donc là, si vous aussi vous aimez les BD, que vous avez envie d'une réécriture de Peter Pan, mais vraiment assez avec des couleurs flash, et vraiment une histoire un peu avec du steampunk, j'ai envie de vous dire, parce que un peu le style qu'ont les pirates, ça m'a un peu fait penser au steampunk, mais j'ai adoré et voilà, je ne peux que vous recommander cette bande dessinée car j'ai vraiment passé un super bon moment de lecture. En fait, je viens de me rendre compte que j'ai fait le tour de mes 12 lectures. Alors j'avais peut-être pas cette impression là parce que certaines que je les ai regroupées, en tout cas pour les tomes qui suivaient. Mais voilà, j'ai fait le tour de mon mois de mars. Comme vous avez pu le voir, ce mois j'ai lu quelques BD que j'avais demandé en service presse et que j'ai essayé de lire sur ma tablette et je trouve que c'est agréable encore. Alors voilà, pourquoi pas continuer avec les BD par la suite et surtout que j'ai fait de belles découvertes. Que ce soit une plus effrayante que l'autre et l'autre plus magique, plus féerique, j'ai envie de vous dire, mais ça m'a beaucoup plu. Alors, après n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous aussi ce que vous avez lu durant le mois de mars, si vous avez des coups de cœur, des déceptions, ou si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, eh bien mettez-moi un emoji. Là, comme je vous ai beaucoup parlé de réécriture de Peter Pan, de pays imaginaire, tout ça, mettez-moi un emoji fée pour rappeler un peu la fée Clochette, voilà. Et puis sinon, pour mes prochaines lectures d'avril, eh bien j'ai quelques services presse qui sont prévus. Je vais continuer ma pile à l'heure du printemps. Si vous l'avez ratée, je vous la remets dans le petit qui est je sais jamais où, mais ici ou ici. Et après, je vais continuer mon jeu des gommes à pâle, pareil, si vous l'avez raté, je vous le mets dans le petit. Mais je suis contente, en tout cas, pour moi j'avance bien, j'espère continuer sur cette lancée et vraiment
vraiment je fais que des bonnes lectures, donc vraiment je suis relancée, je suis reboostée à bloc niveau lecture et j'espère que ça va continuer comme ça, donc voilà. Donc j'arrive au bout de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir, activez la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien, bye bye.